de m'avoir invité. Je remercie évidemment Isabelle Nemirovsky, les amis d'Odessa. Je dois expliquer que justement Astro, comme je disais à madame, oui, voilà, que Astro c'était Astropolski. C'est la seule chose que je ne pardonne pas à mes parents, c'est d'avoir coupé le nom. Évidemment, c'était un autre moment. Je trouvais que c'était trop long. Voilà. Donc, mais les Astropolski ou les Ostropolski, parce qu'il y a cette variation, enfin cette, voilà, cette métathèse, un truc comme ça, entre le O et la A. Le O et le A. En russe, le O accentué ou pas accentué. Les Astropolski venaient de Jitomir, donc en Ukraine. Donc voilà, ils ont maintenant, on voit dans les nouvelles ces noms de villes, Jitomir, et donc voilà. C'était il y a très longtemps, c'était bien avant la Première Guerre mondiale. Donc je vais commencer à parler un peu de mon livre. Donc j'avais un PowerPoint et puis Isabelle m'a dit qu'il n'y avait pas de projection, voilà. Donc, que des projections. Alors je vais lire un peu le PowerPoint. Alors c'est un livre où il y a les évocations du yiddish dans la littérature française. Exemple de littérature yiddish en France, c'est-à-dire écrite ici. Exemple de littérature yiddish d'Amérique latine et évocation du yiddish dans la littérature latino-américaine. Alors, donc, bon, il y a voilà, des chapitres sur quelques noms que vous reconnaîtrez et d'autres peut-être que vous ne connaissez pas. Par exemple, Wolf Iviorka, donc j'ai un chapitre sur Wolf Iviorka qui est le grand-père de toute la fratrie Iviorka. C'était un écrivain yiddish à Paris, assassiné par les Allemands. La même chose concernant Oizer Warschawski, donc, qui est peut-être, c'est surtout ses contrebandiers qui est connu. Elie Wiesel, donc c'est évidemment un nom bien connu, voilà. Et puis Apollinaire aussi. Concernant l'Amérique latine, donc il y a les colonies juives d'Argentine, de colonies agricoles juives, ça c'est important, c'est-à-dire sur la Pampa, il y avait eu cette idée de le baron de Hirsch a donné une fortune, sa fortune pour établir ces colonies. C'était, voilà, contrairement au... Disons, il a aussi construit des choses, donné de l'argent en Palestine, mais c'était surtout, son grand rêve était d'installer les Juifs sur la Pampa, donc en faire des éléments productifs, parce que les Juifs, le commerce à l'époque, c'était vraiment, considérer ça vraiment comme la source de tous les problèmes que rencontraient les Juifs, dont il fallait quitter le commerce, alors que justement on était plutôt les avant-coureurs de la modernité. Mais justement, il y avait cette espèce d'ambivalence plus que ça, concernant ces nouvelles choses, comme le crédit, par exemple. C'était une chose que les gens, c'est-à-dire les non-juifs, voyaient d'un mauvais œil. Alors donc, et puis un chapitre sur la littérature yiddish de Cuba, et donc c'est assez étonnant parce que tout en plus il y avait 16 000 juifs à Cuba, dont un bon quart, une bonne moitié séfarades, donc sans aucun rapport avec. Et aussi des juifs yankees qui étaient venus après la guerre hispano-américaine. Et donc voilà, mais étrangement il y a un nombre d'écrivains yiddish qui étaient à Cuba. La plupart sont, disons, tous à la fin sont partis, mais après Castro, pas à cause de l'antisémitisme, mais tout simplement parce que la vie était devenue assez difficile pour des gens, des gens d'ascendance européenne qui étaient plutôt, disons, des gens qui vivaient bien sous Batista. Et donc voilà, c'était pour des raisons économiques, mais aussi évidemment aussi la liberté, plus de liberté aux États-Unis. Donc un écrivain du cercle de Borges, Carlos Engrunberg, qui en espagnol utilise le yiddish, et donc je vais en parler j'ai un poème de lui dans le petit fascicule qui a été distribué. Et puis deux écrivains, donc j'ai élargi le concept d'Amérique latine, au Texas, où j'habite depuis 36 ans. Je suis de Brooklyn, mais j'habite au Texas depuis 2 fois année. Et donc là, il se trouve qu'il y a un écrivain yiddish qui a été à San Antonio, qui a écrit des mémoires, et puis une poétesse yiddish à Dallas. Donc on l'a appelé Gluckel de Dallas, d'après Gluckel de Hamelin.
Voilà, c'est la grande mémoiriste de la fin du XVIIe, début... Non, du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment... il y a une traduction de ses écrits par Léon Poliakov. Voilà, donc pourquoi associer la littérature yiddish de France avec celle d'Amérique latine? Et donc je dis dans le prologue que l'idée m'en est venue en lisant ces vers de Zone, quelques-uns de ces, d'Apollinaire bien sûr, de Guillaume Apollinaire, quelques-uns de ces émigrants restent ici et se logent rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges. Il y a surtout des juifs, leurs femmes portent perruque, elles restent assises, exsangues au fond des boutiques, ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine et revenir dans leur pays après avoir fait fortune. Donc c'était des juifs immigrés à Paris, donc yiddishophones. Et aussi il y avait l'immigration en Argentine qui passait parfois par Paris. Et donc j'ai dit voilà. Alors, Henri Raximov, un grand ami et un grand écrivain, il m'a fait une préface, voilà, j'en suis très reconnaissant. C'est une belle idée qu'eut Alan Astro d'ancrer son livre sur le signe prestigieux d'Apollinaire, même si cela relève plutôt d'une reconstitution imaginaire opérée après coup, donc voilà, il ne s'en laisse pas compter. Et on peut dire c'est non è vero et ben trovato. Voilà, je trouve que c'était... Mais, et donc je cite de manière assez fréquente Raximov dans mon livre, avec son usage du yiddish, par exemple, il y a dans ses contes d'exil et d'oubli, il y a cette incipit du calligramme, la colombe poignardée et le jet d'eau, 12 figures poignardées chères lèvent le fleuri, et demandait à Benjamin Schlevin, un écrivain yiddish de Paris, de les traduire pour lui. Siehst du gestochene Pennemer, Teire Lippen wie Blumen. Et donc, justement, l'œuvre de Raximov, avec ses réminiscences du yiddish, a été pour moi une grande source d'inspiration. Et avec vous, peut-être, on va commencer par lire le poème, un autre poème d'Apollinaire. Et peut-être que je vais demander à quelqu'un, justement que peut-être Isabelle le lise sans mon accent américain. La synagogue. Ottomar Scholem et Abraham Leveren, coiffés de feutre vert le matin du Shabbat, vont à la synagogue en longeant le Rhin et les coteaux où les vignes rougissent là-bas. Ils se disputent et crient des choses qu'on ose à peine traduire. Bâtard conçu pendant les règles où que le diable entre dans ton père, le vieux Rhin soulève sa face ruisselante et se détourne pour sourire. Ottomar Scholem et Abraham Leveren sont en colère. Parce que pendant le Shabbat, on ne doit pas fumer, tandis que les chrétiens passent avec des cigares allumés, et parce qu'Ottomar et Abraham aiment tous deux Lia aux yeux de brebis et dont le ventre avance un peu. Pourtant, tout à l'heure, dans la synagogue, l'un après l'autre, ils baiseront la Torah en soulevant leurs beaux chapeaux. Parmi les feuillards de la fête des Kabbales, Ottomar, en chantant, sourira à Abraham. Ils déchanteront sans mesure, et les voix graves des hommes feront gémir un léviathan au fond du Rhin comme une voix d'automne. Et dans la synagogue, pleine de chapeaux, on agitera les loulavim. Anoten ne kamot bagoim tolachot bal... Voilà, merci. Alors, donc, ce poème a beaucoup de... Bon, c'est inspiré par des scènes que Apollinaire a vues à Unkel, en Rhénanie, en 1901. Et donc, ce poème, ça commence à l'extérieur, dans un sens à l'extérieur chrétien, et donc ça rentre dans l'intérieur juif de la synagogue. Et puis... donc, dans la deuxième strophe, bâtard, conçu pendant les règles, donc c'est des insultes. Est-ce que quelqu'un sait, c'est pas le plus beau, sauf c'est un clone, c'est une malédiction, là, c'est bâtard conçu pendant les règles, c'est Mamze Ben Hanid. Voilà, et que le diable entre dans ton père, c'est un Ruach und Tatnarein. Et donc, tout cela, mais c'est une espèce de pénétration, voilà. Problématique, si vous voulez. Et bon, je lis un peu ce poème, donc comme si Apollinaire se demandait aussi comment est-ce qu'il entre dans la synagogue, n'étant pas juif. Voilà.
Et puis ils sont en colère. Donc aussi, lorsque voilà, la femme qu'ils aiment liée aux yeux de brebis, dont le ventre avance un peu, je me demande si c'est un peu l'histoire du Chatrim, qui dit, voilà, non, j'ai une jeune fille parfaite pour votre fils. Un petit problème, elle est un peu enceinte. Donc, et puis la fête des cabanes, évidemment, c'est Soke Sukkot. Et donc, il y a un petit problème. Les Lulavim, C'est quoi? il y a un problème, voilà, c'est Un les œuf. Lulav. La fête de Sukkot. Oui, mais avec la fête de Sukkot, mais il y a, est-ce que quelqu'un, parce que nous avons tout de même voilà, des gens qui connaissent, qui sont pratiquants ici, il y a un petit problème là. Peut-être c'est Shabbat. Et on ne peut pas agiter le... Voilà, les- exactement. Oh, non, Donc c'est voilà, pas- donc on ne sait pas comment, voilà, il n'a pas pu voir ça. Justement, il a peut-être confondu 2 jours, ou peut-être il a plutôt lu tout ça il était fasciné par le folklore, et donc par exemple les 2 traductions des... on ne dit pas malédiction, qu'est-ce qu'on dit clole, c'est comme une bonne manière de clole en français, malédiction on dit, Ouais, malédiction. malédiction, oui, la malédiction, d'où est-ce qu'il les a eues? Et donc, il se trouve qu'il lisait des recueils voilà, de folklore. Et aussi, une autre énigme, c'est à la fin. D'abord, c'est en hébreu, séfarad. Bon, alors, c'est problématique, bien sûr, ça. Et puis, c'est donc, on a trouvé, après tout, que c'était encore dans un de ces recueils de folklore d'Europe de l'Est, parce que Apollinaire était, comme vous savez, de mère polonaise. Il semble, en plus, ce n'est pas, d'abord, Tolarot, ce n'est pas un mot hébreu, et donc il se trouve, et ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, que c'est une combinaison de 2 versets des psaumes. C'est dans le psaume 18, 47, c'est Ha'el, je devrais le lire voilà, en Ashkenaz. Ha'el ha'noisin nekomes li. Voilà, Ha'el ha'noten nekamot li, le Dieu qui m'accorde la vengeance. Et puis un autre verset du psaume 149, la sot nekama bagoyim tochechot, les malédictions du Lévitique, Oulamim. Donc voilà, donc tout cela, évidemment, il est un peu. Donc c'est justement son érudition, c'est un peu du bric-à-brac chez Apollinaire. Donc moi je trouve ça très intéressant que c'est voilà, fragmentaire comme ça, des choses qu'il met ensemble. Voilà, donc c'est. Voilà, Et puis il se trouve que ce poème finit par être bien plus commémoratif qu'il ne pouvait s'imaginer, parce que cette synagogue a été détruite au cours de la nuit de cristal. Voilà, c'est ça. Donc, pour continuer la question de savoir les aspects communs au yiddish de France et d'Amérique latine, d'abord, ces 2 aires du monde sont devenues des destinations de prédilection pour les émigrants juifs, surtout après que les États-Unis eurent fermé leurs portes à l'immigration massive en 1924. Donc c'est, voilà, encore quelque chose qu'ils ont en commun. Par rapport aux juifs américains, il y avait entre ces immigrés un moindre degré d'assimilation linguistique, c'est-à-dire de perte du yiddish, de mélange avec la langue locale, c'est-à-dire le français et l'espagnol, qu'en Amérique du Nord avec l'anglais. Hein, le yiddish en Amérique est devenu très, très anglicisé, à tel point que, par exemple, des gens que je connais du Mexique, donc je connaissais parce qu'ils n'y vivent plus, donc des yiddishophones, on dit voilà, mais on ne pouvait pas lire le Forward, c'est-à-dire le journal de New York, parce qu'il y a tellement d'anglais là-dedans. Alors que c'est avec la presse yiddish du Mexique, d'Argentine, de France, il n'y a pas ce problème. Donc justement, il y a Elie Wiesel, donc il y a eu une version antérieure du jour, c'était sa trilogie, alors qu'après il a dit non, c'était pas vraiment une trilogie, mais bon, le jour où l'accident, c'est traduit, il y a 2 titres. En yiddish, à l'origine, c'est Ich bin, ça c'est dans le Forward, 1950 et quelques. Ich bin, c'est peut-être du début de l'année 60 plutôt.
Ich bin schwer verwundet geworden. Voilà, j'ai été blessé, merci. In a car accident. Pas Leute mit a car accident. Mit der Ein, accident. Mais voilà, donc mais en fin de compte, les lecteurs du Vorwärts, mais l'éditeur du Vorwärts à l'origine disait non, mais on utilise le yiddish pour leur enseigner l'anglais. Et puis voilà, donc c'est resté comme ça. Donc, et aussi, mais c'est quelque chose, bon évidemment, le grand yiddishisant de la maison de la culture yiddish d'origine argentine, Yitzhak Niborski, m'a fait remarquer que ce n'était pas uniquement une question de temps chronologique. C'est-à-dire, entre les deux guerres, le yiddish, le prestige du yiddish a augmenté entre les yiddishisants, les yiddishophones plutôt. C'est-à-dire, il y a eu le Yivo à Vilna, justement, comme nous avons un Vilner ici. Il y a eu le système scolaire Psycho à Vilna. Et puis, le yiddish comme une des langues officielles de l'URSS, même si nous savons après que ça n'a pas toujours été un paradis pour les juifs, l'URSS. Mais il y a eu, voilà, la langue officielle, et puis Biробidjan et tout ça. Donc, le yiddish représentait autre chose pour les immigrés juifs en France. Surtout, bon, il y a eu des immigrés juifs en France et aussi en Argentine à partir de 1880, mais c'est vraiment le plus gros de ces communautés sont venus après la Première Guerre mondiale. Et puis, après la Shoah et la destruction presque complète des communautés yiddishophones dans les pays occupés, ces deux aires du monde, France et Amérique latine, deviennent des centres importants de publication en yiddish. Par exemple, il y a 175 volumes de la série Das Polnische Judentum, c'est après-guerre, publié à Buenos Aires en 1946 et 1966. Et puis, il y a aussi 100 volumes d'éditions scolaires de classiques en yiddish, publiés aussi à Buenos Aires en 1957 et 1984. Donc c'est, alors, bon, et puis un de ces volumes, justement, ça c'est le chapitre que je consacre à Elie Wiesel, parle de l'original yiddish de La Nuit de Wiesel, qui a été publié en Argentine dans les années 50, avant La Nuit, le 117e volume de cette série de Polnische Judentum. Donc cette série, à propos, a été étudiée récemment dans un grand projet de recherche à Paris, mené par Judith Lindenberg. Et à l'origine, ça s'appelait, d'abord, trois des points de suspension, und die Welt hat geschwiegen. C'est comme ça que ça s'est appelé. Et puis, la question la plus troublante est de savoir si la nuit supprime la colère ou la rage ciblant le monde non juif qui caractériserait, dixit Naomi Seidman, une critique littéraire yiddish aux États-Unis, des textes d'origine en yiddish. Donc elle dit qu'il a enlevé voilà, la hargne contre les gentils, et donc aussi il a rajouté de la christologie dans la nuit, alors qu'il n'y avait pas dans l'origine, le texte d'origine yiddish, alors que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a eu la scène terrible où on voit le garçon est en train d'être pendu, et donc il dit voilà, c'est Dieu, voilà Dieu. Où est Dieu? Voilà Dieu. Il dit, et donc c'est très christique cela, et c'était dans le texte yiddish déjà, donc ce n'est pas vrai. Et donc ça c'est un peu le sujet de mon chapitre sur Wiesel. Et bien sûr, Paris n'avait pas la même importance que Buenos Aires dans l'édition yiddish d'après-guerre, mais le dernier quotidien, comme vous savez, dans cette langue fut publié dans la capitale française. Il n'apparaissait que 3 fois par semaine, mais ça durait jusqu'en 1996. C'était voilà, Unser Wort. Et puis, là aussi, je parle justement d'une publication intéressante à Paris d'après-guerre. C'est les 2 gros volumes de poésie française traduite en yiddish par Mordechai Litvin, de Chavel. Alors, si j'ai parlé de mes ancêtres, de mon grand-père paternel, disons, du côté, justement, comme je disais, M. Schleunemark ici,
que du côté de ma mère, ma famille, disons mes grands-parents maternels étaient tous les deux de Chavel, Pédane, en Kovne-d'Auvergne, donc voilà, donc c'est un peu un landsman à moi, si j'ose dire. Notre Litvin, donc, qui est né en 1903 à Chavel et qui est mort à Paris en 1993, a publié en 1968 et en 1983 2 recueils de poésie française traduites en yiddish. C'est des gros volumes comme ça. Et on peut dire que c'est un peu la traduction, non pas comme procédé à fin pragmatique, parce que le lectorat yiddish était déjà devenu exigu. Mais c'est la traduction comme acte poétique, acte littéraire en elle-même. Et puis justement, et pour montrer l'excellence des traductions de Litvin, donc j'ai les 3... voilà, donc j'ai pris un vers à une passante, le sonnet de Baudelaire, dans le journal évidemment. La rue assourdissante autour de moi hurlait, et puis Litvin le traduit, die Gaske Tumult hat, mit rasch Ascht zum Vertäuben. Et c'est un alexandrin parfait. Et même on dit en principe, disons, en français, il n'y a pas d'accent tonique, comme vous savez. Donc. Mais tout de même, on ne peut pas dire, on peut dire la rue assourdissante autour de moi, mais on ne peut pas dire la rue assourdissante. Donc il y a un peu d'accent tonique tout de même. Et donc c'est des iambes, pour utiliser le terme métrique, c'est parfait, avec les traits d'union et puis les diagonales, là, donc je vais vous montrer. Donc et voilà, donc alors, et Litvin lui-même comparait ses traductions à des traductions en russe et en allemand, et donc je compare avec les traductions de Stefan George, le poète allemand, et Warte Benjamin connu surtout comme critique, et vraiment pour moi ça ne vaut rien, ces 2 traductions de ce vers, alors que, disons, le vers de Litvin est parfait, hein, c'est parfait. Donc, ok, voilà. Et puis encore, il y a un facteur, un lien transnational entre le yiddish de France et d'Amérique latine, parce que à cause de la crise économique et celle du logement d'après-guerre à Paris, des entrepreneurs acculturels, comme on dit, c'est un peu le terme maintenant dans les sciences humaines, judéo-argentins, ont pu attirer dans leur pays des intellectuels et artistes yiddishophones réfugiés à Paris comme pour être de nouvelles énergies créatrices face au déclin déjà entamé de la culture yiddish locale. Et donc je dis, voilà, il s'esquisse un petit mouvement dans le sens contraire, avec la présence en France des yiddishisants argentins, tels Yitzhak Niborski, Raphaël Goldwasser, un homme de théâtre, et justement ma collaboratrice pour un volume que nous avons publié ensemble, Malena Chinsky, jeune femme qui travaille sur le yiddish. Et puis, comme j'ai dit, je parle de Wolf Vivioka et de Doise Warszawski dans mon livre. Voilà, c'est intéressant pour moi, Vivioka, c'est un très bon nouvelliste, donc il y a la traduction de ses nouvelles par Batya Baum et Shmuel Bunin, donc c'est publié par la bibliothèque Modem. Et donc, par exemple, dans une de ses nouvelles, il est jaloux de Herzl. Wolf Vivioka dépeint le mariage heureux entre un bouddhiste et une sioniste, jusqu'au jour où celle-ci accroche au mur le fameux tableau où l'auteur de l'État des Juifs contemple le Rhin. On peut y déceler la dénonciation du sexe du mari, qui ne peut imaginer qu'une femme ait ses propres convictions politiques. Il dit « Non, mais tu aimes le sionisme parce que tu as eu avant moi un petit ami sioniste, voilà, alors que c'est justement, c'est pas ça. » Et pour Wolf Vivioka, le sionisme et le bouddhisme s'influençaient, et je cite, au profit de l'idée nationale juive. C'est une largesse de vue peu commune à l'époque. Alors il est moins tendre avec le communisme. Il écrit que l'Union soviétique ne pouvait produire qu'une littérature qui soit autre chose qu'un engrenage dans une machine, un écrivain qui soit autre chose
qui a vendu au régime. Et, de manière très intéressante, lors du congrès international de culture yiddish organisé à Paris en 1937 par les communistes locaux, Wolf Viorka se voit retirer la parole et même hué pour avoir demandé la raison de l'absence des délégués de l'URSS dont la présence avait été annoncée. Donc voilà, c'est assez intéressant tout ça. Et puis Warszawski, donc voilà, mentionné déjà, qui a écrit. Mais c'est intéressant parce qu'il avait arrêté d'écrire à Paris, donc après son best-seller qu'il a publié à Varsovie à l'âge de 22 ans. Voilà, donc il n'écrit plus après-guerre à Paris. Et puis après la Première Guerre mondiale, et donc pendant la guerre, il se réfugie dans le Midi et il commence à écrire à nouveau un livre qui s'appelle Residenzen, assigné à résidence, comme des juifs ont été voilà, dans le sud, et aussi des réfugiés non juifs qui se trouvent. Mais on l'a traduit comme on ne peut pas se plaindre pour traduire une des phrases "Sie ist nicht zu versindigen", c'est-à-dire on ne peut pas se plaindre, disons, c'est-à-dire il ne faut pas pécher en se plaignant, parce que si on se plaint, c'est parce qu'on ne croit pas en Dieu, et donc tout est ordonné par Dieu. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc il écrit, donc ces juifs cachés, écrit que sa nouvelle planque is nicht zu versindigen. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire on ne peut pas se plaindre parce que la situation n'est pas si mal que ça, ou parce qu'elle est si désastreuse que s'en plaindre serait une perte de temps. Ou peut-être nicht zu versindigen signifie besser, wie man hat sich gericht, mieux que ce à quoi on s'attendait, ou schlechter kann schon nicht sein, ça ne pouvait pas aller plus mal, ou même nicht daher, comme ci, comme ça. Donc voilà. Et puis Warszawski finit son livre en chantant l'éloge de cette Wortmilchome, cette guerre lexicale, guerre de mots, politique incomparablement préférable à la Weltmilchome, la guerre mondiale dans laquelle l'ennemi les a plongés. Et puis je parle aussi, je ne sais pas combien de temps, voilà. Donc Yossel Zucker, c'est encore un écrivain yiddish à Paris, donc le plus français des écrivains yiddish à Paris. Il est venu en France à l'âge de 14 ans, 1926, et il publie des nouvelles dans l'Inaïa Presse, le quotidien yiddish, un des quotidiens yiddish de Paris. Et bon, il est arrêté par les Allemands et tué à Auschwitz. Mais, comme je dis, c'est le plus français des écrivains yiddish de Paris. Par exemple, il dit Ein Tag lehne ich Basaken und ein Tag lehne ich Peretzen. Un jour, je lis Balzac et le lendemain, Peretz. Et l'héroïne de la nouvelle éponyme du recueil, à Fremdleben, est affligée d'un 100% bovarisme, un bovarisme à 100%. Si Flaubert inventa un Don Quichotte féminin, Zucker, lui, nous a légué une Emma Bovary juive sous la forme d'une immigrée aspirant à la bourgeoisie chic de Paris. Si Emma lisait trop de romans, la protagoniste de Zucker s'adonne à une écran pratique, c'est-à-dire une fréquentation de l'écran excessive. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ancré dans le français. Alors, donc justement, c'est avec Litvin aussi qui a su traduire une langue concernant la critique littéraire du français en yiddish, mais sans utiliser des mots du nouveau haut allemand, c'est-à-dire de l'allemand. C'est souvent les journalistes disaient tout simplement qu'il n'avait pas le mot en yiddish, donc ils utilisaient un mot allemand, alors que Litvin, il a trouvé une langue critique littéraire en yiddish, avec justement le structuralisme, un peu de Roland Barthes, c'est comme si il a pu plus ou moins utiliser des termes un peu cartésiens donc et ça se lit merveilleusement. Hein? Et donc voilà. Et puis justement Apollinaire, c'est très important pour moi parce que comme j'ai dit, son érudition est un peu
pas exactement touche à tout, mais du bric et de brac, et peut-être mon livre pêche de ce côté-là, parce que ce n'est pas exactement une présentation linéaire. Et donc aussi, c'est un peu la même chose que fait Borges. Et donc, voilà, peut-être que je me suis trop laissé inspirer par ces modèles inimitables. Est-ce qu'on est là? Oui. Ok, donc, il y a je parle dans mon chapitre sur Borges des évocations du Yiddish dans l'œuvre de Borges. Borges n'était pas juif, même si son nom de famille s'est terminé en ES, parce que très souvent, des juifs qui fuyaient l'Inquisition en Espagne, avant qu'il n'y ait eu l'Inquisition au Portugal. Donc, ils ont été lusiphonisés, enfin, je ne sais pas comment dire exactement, mais enfin, portugisés. Bon, bref, c'était ES, c'est plutôt que EZ, c'est les noms de famille au Portugal. Parce que justement, il y a eu l'Inquisition au Portugal, mais pendant 20 ans, les Juifs pouvaient apprendre le christianisme. Ils étaient baptisés, mais pendant 20 ans, on n'allait pas enquêter, et après on les brûlait. Donc, par exemple, il y a... J'ai pas bien compris la terminaison des noms. La terminaison des noms, qu'est-ce que vous voulez dire? ES, par exemple, Borges, c'est ES et pas EZ. González, par exemple, en général, on voit avec EZ, mais ça existe aussi en ES. Mendes, en général avec un Z, mais avec un S. Ça veut dire quoi quand c'est ES? Ça veut dire que c'est plutôt portugais parce que beaucoup de Juifs se sont réfugiés dans un premier temps au Portugal. Et donc, à tel point que, par exemple, au moment de la Révolution française, il y avait les communautés portugaises à Bordeaux. Les Portugais voulaient presque dire juifs à un moment. Les germanophiles, donc c'est 1940, parce qu'il y avait justement en Buenos Aires des sympathisants nazis. Donc les germanophiles et également antisémites, ils voudraient expliquer de notre pays une communauté germanoslave où prédominent des noms d'origine allemande. Rosenblatt, Grünberg, Nierenstein, Lilienthal, et qui parlent un dialecte allemand, le yiddish ou yiddish. Alors, pour nous, de nos jours, appeler le yiddish un dialecte allemand, c'est pas bien du tout. Mais à l'époque, c'est une manière de rehausser le prestige du yiddish face à ces antisémites à Buenos Aires. Et donc, non, mais il y a de très beaux passages. Par exemple, un autre, dans La mort et la boussole, 1942. Justement, il parle, c'est très intéressant, on peut dire que c'est un des premiers à écrire de la littérature de la Shoah, Borges, parce que dès 1942, il y a le texte La mort et la boussole sur plus ou moins un pogrom, donc il y avait les antisémites, mais c'est un pogrom, ça a pris un mois pour tuer 3 juifs, quel genre de pogrom est-ce que c'est? Voilà, c'est vraiment... Mais aussi, après-guerre, il y a eu, bien avant Jonathan Littell, il donne la parole à un pensionnaire nazi, donc dans le texte Deutsches Requiem, et puis un autre, le miracle secret. Donc il y a un juif qui est visé dans le peloton d'exécution, et donc Dieu lui accorde une année secrète pour finir d'écrire sa pièce. Voilà, donc, mais c'est vraiment, il parlait de l'antisémitisme des nazis, très clairement. Et donc, dans La mort et la boussole, il y a une conversation entre le détective qui cherche justement à trouver l'assassin de ces juifs à Buenos Aires, voilà. Et donc le détective dit, peut-être ce crime appartient-il à l'histoire des superstitions juives? Et donc, la réponse, comme le christianisme se risqua à compléter le rédacteur de la Yiddische Zeitung, il était myope, athée et très timide. Mais justement, il savait évidemment qu'il existait une presse yiddish, donc avec cet éditeur, ce rédacteur très intelligent. Mais aussi, quelquefois, c'est un peu une vision du yiddish, un peu comme quelque chose d'extravagant. Par exemple, dans la bibliothèque de Babel, il y a 500 ans, le chef d'un hexagone, donc dans les rayons de la bibliothèque supérieure, mit la main sur un livre aussi confus que les autres, mais qui avait 2 pages ou peu sans faux,
de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montre sa trouvaille un déchiffreur ambulant. Référence à propos à Don Quichotte qui cherche, parce qu'il dit, Cervantes qui dit non, mais j'ai trouvé tout cela dans un manuscrit arabe et donc je cherche quelqu'un pour déchiffrer cette histoire de Don Quichotte, qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais, d'autres prétendaient que c'était du yiddish. Moins d'un siècle plus tard, l'idiome exact était établi. Il s'agissait d'un dialecte lituanien samoyède du guarani avec des inflexions d'arabe classique. Donc là, ce n'est pas une vision très parfaite du yiddish, mais en fin de compte, il y a eu, donc évidemment, ce qu'il y a dans le texte, ça ne veut pas dire qu'il y croyait. Et puis, donc, je parle aussi d'une soirée dans le livre de traduction de Borges en yiddish, présenté dans le niveau de Buenos Aires. C'est dans l'immeuble qui était situé dans l'immeuble qui a été détruit lors de l'attentat du 18 juillet 1994. Mais peut-être, voilà. Donc je vais passer maintenant à un autre. Borges dit, il parle de l'œuvre d'Alberto Gerchunov. Alberto Gerchunov était un auteur en espagnol qui a écrit sur vraiment les livres classiques sur les colonies agricoles juives sur la Pampa. Et donc ça s'appelle les gauchos juifs. C'est toujours le problème quand j'écris en français, ça fait gauchos juifs. Il y a aussi des gauchos juifs, mais ici c'est des gauchos juifs. Voilà. Et donc, et Borges dit, toute l'œuvre de Gerchunov mérite d'être traduite parce que ces gauchos, los gauchos judíos, les gauchos juifs, écrits dans un espagnol châtié, publié lors du centenaire de l'indépendance nationale 1910, naturalise la présence des Juifs sur le sol argentin. Et puis, justement, il y a eu cette vision irénique de ces colonies, mais en yiddish, donc justement, Gerchunov utilise des mots yiddish dans son texte, mais un autre écrivain yiddish, cette fois-ci Mordechai Alperson, qui a écrit une série de mémoires sur la colonisation agricole juive, il a été un des agriculteurs là. Et donc, on dit que Marcus ou Mordechai Alperson est l'anti-Gerchunov, c'est protagoniste, je cite, du site web de l'éditeur de la traduction en espagnol du yiddish. Ces protagonistes ne sont pas des gauchos juifs idéalisés, mais des immigrés en chair et en os, livrant un dur combat à la terre, au pays et aux administrateurs immiséricordieux de la fortune du baron de Hirsch, le mécène des colonies. Et puis voilà, donc je lis d'Alperson, c'est assez terrible. Donc ça, c'est un des administrateurs de la fortune de Hirsch, qui a acheté ces terrains en Argentine, mais les administrateurs trouvaient que les Juifs qui s'y établissaient devaient vraiment devenir autonomes très vite. Et donc, s'ils n'avaient pas de chance, donc parce qu'aussi il y avait toutes sortes de plaies presque bibliques, de sauterelles par exemple, c'est terrible. Et donc, Isaac, c'est un des administrateurs de la fortune, et justement les administrateurs, c'était souvent des juifs français ou allemands qui avaient vraiment beaucoup de mépris pour ces juifs russes, c'est souvent ukrainiens précisément, qui étaient les fermiers. Et donc très souvent, il y avait des gens qui étaient déjà dans des colonies agricoles en Russie tsariste. Mais donc il y avait d'autres qui ne savaient rien du tout, disons comment est-ce qu'on devient un fermier, voilà. Et donc, je cite là, Isaac était le nom que les colons lui avaient donné. Monté sur un robuste cheval avec une barre à la main et un revolver Browning à la ceinture, il partit en courant comme une rafale. Il était toujours accompagné par son garde du corps, un gaucho avec un long couteau. Et cet Isaac rendait la vie impossible aux immigrés. Rien n'y trouvait grâce à ses yeux. Il les réprimandait, les traitait des pionnons, schnorrers, mendiants,
bon à rien. Il leur imposait des multas en espagnol, c'est une lettre hébraïque, mais c'est le mot en espagnol, c'est-à-dire des amendes soustraites à leur maigre subvention. Souvent, ils descendaient du cheval et dessinaient un coup de barre au-dessus de leur tête. Donc bon. Et puis, là, pour parler un peu des écrivains yiddish du Cuba, il y a Abraham Joseph Doubelman qui est né en 1908 à Iwewitz en Pologne. En 1924, il émigra à Cuba et en 1961 à Miami, où il meurt en 1990. J'ai parlé avec sa veuve au téléphone quand j'ai traduit un de ses contes. Et puis récemment, j'ai retrouvé sa fille et son fils. Et donc, Adi Book, Abraham Joseph Doubelman, Adi Book, était un de ses nombreux pseudonymes. Et donc, exemple des réseaux transnationaux, du yiddish transnational aussi est vraiment à la mode. Voilà. Chez la science, les sciences humaines de nos jours. En 1942, sa nouvelle Der Blinde, l'aveugle, gagne un prix du quotidien Vorwärts New York. Et dans Weihnacht, Noël, que je traduis dans mon livre, Abraham Joseph Doubelman dépeint l'accueil ambivalent fait aux Juifs en Amérique latine où ont pu coexister, dans l'imagination populaire, les anciens préjugés catholiques, l'antisémitisme racial le plus moderne et une vraie sympathie pour l'étranger exotique. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Peut-être on verra tout ça. Après, je parle aussi d'Aaron Seitlin. Aaron Seitlin, c'est un grand poète en yiddish et elle écrit aussi comme Agnon, le lauréat du prix Nobel en hébreu. Mais enfin, il n'est pas vraiment connu comme écrivain hébreu. Donc, c'était un des rares poètes yiddish à n'avoir jamais renoncé complètement à sa foi religieuse, quoiqu'il s'adonna plutôt à la Kabbale qu'au Shulchan Aruch. Et et puis, au début de la Seconde Guerre mondiale, Seitlin attend à Cuba un visa pour les États-Unis. Arrivé à New York, il écrit en 1942 sur une mélodie de Sholem Sekunda, qui est le compositeur de Babi Mistuchen, les paroles de Donna Donna, allégorie du peuple juif en train d'être sacrifié. Cet aspect de la chanson est entièrement effacé dans la version de Claude François, mais il est gardé dans celle de John Baez en anglais. Et puis, de son attente à la Havane, Aaron Seitlin nous a laissé un bref recueil de peignant les Afro-Cubains et les vestiges séfarades qu'il percevait dans l'île. Donc, peut-être on verra un poème de Seitlin après, que j'ai mis là. Et puis, j'ai presque fini cette partie. Peut-être on ira un peu ensemble ce que j'ai mis là. Il y a eu c'est un terme inventé par une chercheuse en lettres judéo-latino-américaines, Judith Elkin, a inventé ce terme néo-séfarade, des néo-séfarades, pour désigner des écrivains juifs du cône sud qui se voulaient les continuateurs du legs judéo-espagnol, tels les Argentins Alberto Gertrudov, que j'ai mentionné, et César Tiempo, pseudonyme d'Israël Seitlin, Zeitlin, Zeit c'est temps, donc César Tiempo, et le Chilien Enrique Espinosa, pseudonyme rappelant Heine et le philosophe amstellois. Et il y avait un poète moins célèbre de ce groupe, l'Argentin, de ce groupe un peu moins inventé par la critique littéraire, mais bon, voilà, c'est tout de même une tendance réelle. Carlos M. Grünberg, 1903-1968, dont le recueil Mester de Juderia fut préfacé par un Borges, on ne peut plus élogieux, et les néo-séfarades compulsaient le vénérable dictionnaire de l'Académie royale espagnole à la recherche de termes d'origine hébraïque tombés en désuétude. Et puis justement là, ça c'est pas très long, donc on lira ensemble. C'est ma traduction du poème Simbolo de Grünberg, qui est trouvé dans le dictionnaire de la Real. C'est la page 5 dans le fascicule qui est un peu dans tous les sens. Il trouve cette définition du mot, de l'expression carne trifa.
viande trifa. La définition, c'est que les bouchers hébreux espagnols coupaient et vendaient à leurs corréligionnaires. Donc trifa, c'est caché. Alors donc, et voilà, son poème dit, le lexique officiel définit catégoriquement la viande trifa comme immonde, la viande trifa ou immonde comme étant purgée ou rituelle. Et cette erreur monumentale incarne à la perfection la sorte de compréhension, c'est-à-dire l'incompréhension, avec laquelle le monde nous apprécie, que c'est absurde, faux et bête, inique et sans raison. Et bon, c'est intéressant parce que d'abord, c'est en espagnol, carne, c'est viande, mais aussi c'est chair. Et c'est la chair treif. C'est-à-dire, et cette erreur incarne à la perfection parce que justement, quelle est la chair, treif, que les Juifs n'acceptent pas? Le Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Voilà, donc c'est comme ça que son usage du mot incarne pour moi, incarne justement cette question. Et puis, dans un autre poème, il utilise justement un peu comme pour retrouver Apollinaire. Il y a, bon, ça c'est un poème que je n'ai pas mis dans le fascicule. C'est un poème qui s'appelle Paria. Les méchants reviennent, donc c'est 1940, donc là c'est évidemment c'est les nazis. Ils sont comme les concerts. Mes diables sortent des nuages, et puis il y a le vers Junta tus fuerzas y acaba al manser. Donc, Manser, c'est mamzer. Donc, c'est encore dans le dictionnaire, il a trouvé mamzer. Donc, ça nous rappelle le mamzer voilà, d'avant. Donc, réunis tes forces et achève le manser. Prends la justice entre tes mains. Voilà, mais je trouve tous les hébraïsmes, ou presque, que mettaient en valeur les néo-séfarades, existent tels que en yiddish. Il y a des exemples navi, donc comme navi, c'est-à-dire comme les nabis, les peintres en France. Navi, en hébreu c'est navi, en yiddish c'est novi, prophète. Talit, c'est évidemment le talis, le talit. Desmasalado, qui est le mazel, c'est un mot utilisé par Cervantes aussi. C'est un des indices qui permettent à des critiques littéraires de dire que Cervantes était d'origine juive aussi, le ES plutôt que le EZ. Encore. Et bon, manzer, mais ces termes en général hébraïques existent en yiddish. Donc presque tous. Et voilà, donc j'y vois l'indice d'un mot du yiddish qui n'ose pas dire son nom, comme je dis, citant, j'entends un peu la citation mais pour conclure mon livre, je parle des deux écrivains yiddish du Texas, mexicain jusqu'à 2 mois après la chute de l'Alamo en 1836. Donc voilà. Et puis il y a eu 2 écrivains. Le révérend, il s'appelait comme ça, Alexander Ziskingurwitz, qui a écrit, bon, il est passé par Galveston, parce qu'il y a eu le plan Galveston à New York, c'est-à-dire des mécènes juifs de New York ont trouvé que tout de même ça commençait à bien faire. Tout de même un peu trop de juifs à New York, ça risque de produire de l'antisémitisme, etc., etc. Donc on va commencer à envoyer les juifs par Galveston, qui est sur la côte, sur le golfe du Mexique, là, au Texas. Et puis, donc, il est né en 1855 à Minsk, il gagne le Texas par Galveston en 1910 et meurt à San Antonio en 1947. Et donc la traduction anglaise de ses mémoires yiddish, commenté par le professeur Brian Goodstone, Delmar College, Corpus Christi, et c'est-à-dire la fête de Dieu, Corpus Christi, est publié en 2016. Et donc, il y a sa tombe et ma manière de marquer Tisha-B'Av, comme je ne suis pas un juif très pratiquant, mais ici, une fois, à Tisha-B'Av, je suis allé au cimetière de Montmartre, laisser une petite pierre sur la tombe du baron de Hirsch. Et à San Antonio, je suis à San Antonio, à Tisha-B'Av, je vais sur la tombe d'Alexander Ziskingurwitz. Et donc là, il a écrit évidemment le poème sur sa
sa tombe à côté de celle de sa femme. Il a perdu, donc lui, bon, il est mort en 1947, c'est-à-dire juste à temps pour avoir connu, su que la Shoah avait eu lieu. Mais sa femme est morte, donc sa femme qu'il aimait beaucoup, c'est dit très souvent dans ses mémoires. Donc il a écrit des poèmes en hébreu et des poèmes en yiddish. Et donc là, il parle de lui et de sa femme. In Liebschaft gelebt, zusammengestrebt und der grausame Tod hat uns nicht zerstört. Nous avons vécu dans l'amour, aspirant aux mêmes choses, et la cruelle mort ne nous a pas séparés. Et donc justement, c'est vraiment des vers, malheureusement, il aimait beaucoup, ses mémoires sont intéressants, ces vers sont sans intérêt aucun, c'est vraiment des vers de militants, mais il les a envoyés justement à Bialik, à Tel Aviv. Et donc Bialik lui écrit, et donc il a mis ça dans la préface comme c'est une espèce de témoignage d'autorité religieuse, parce qu'il y a aussi des rabbins qui disent voilà, ces poèmes sont très intéressants, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc il y a aussi, il met la lettre qu'il a reçue de Bialik. Il dit justement dans le texte, ich habe gekriegt a letter, nicht un brief, a letter, c'est de l'anglais, donc c'est mieux, letter que brief. Hein. A letter de Bialik, mais la lettre disait les choses que la génération antérieure appréciait ne sont pas forcément appréciées par la présente. C'est-à-dire pour dire, voilà, vos vers, pas grand-chose. Mais pour lui, c'était un grand honneur que Bialik lui a répondu. Et puis, Chaye Rochel Andres, alors que, disons, ce n'est pas surprenant que Gurwitz écrive en yiddish. Parce que bon, il est né en 1855, il a été, il a été shoichet, il a été melamed dans un cheder à San Antonio, dans une école. Donc il était vraiment dans un monde juif, et donc sans doute il n'avait pas appris beaucoup d'anglais, même s'il connaissait le mot letter. Mais Chaye Rochel Andres, c'est un peu plus surprenant. Elle naît à Suwałki en Pologne en 1899, mais elle arrive en 1921 à Dallas, donc elle avait 22 ans, où elle meurt en 1987. Donc elle est devenue vraiment une juive texane, si je veux dire, normale, disons, d'immigration, que en général les gens délaissaient le yiddish, mais elle était très attachée au yiddish. J'ai dit aussi, c'est parce qu'elle est partie rejoindre une tante et un oncle à Dallas, parce qu'elle ne voulait pas épouser le jeune homme, voilà, que sa famille elle n'obligeait pas, mais enfin de qu'on peut pousser. Et donc elle n'était pas venue avec sa famille la plus proche. Je me dis que peut-être elle était un peu restée électron libre. Et donc voilà, il a publié, et aussi elle a commencé à écrire au yiddish après, même dans les années 60. Et dans les années 30, elle avait organisé une école yiddish de l'Arbeiterring à Dallas, qui a fait long feu à cause de la dépression, de la crise aux États-Unis. Mais justement, donc elle a commencé à écrire des poèmes qui sont meilleurs que les poèmes de... Bon, je ne voudrais pas dire du mal d'Alexandre Ziskingowitz, dont je connais les descendants à San Antonio. Mais, comme j'ai dit, là c'est la dernière page. Ici, les meilleures créations de Chaye Rochel Andres font preuve d'un rythme pur et de belle métrique, sans céder au kitsch. En témoignent ces vers qui s'inscrivent dignement dans la position de Jacob Gladstein et Aaron Secklin, qui interrogent la liturgie traditionnelle en la changeant. Excusez-moi, j'ai dit interroge et interroger, donc on veut dire de nouvelles questions, en la changeant de nouvelles questions. Et donc ça c'est un beau poème, à mon avis, concernant la Shoah. Deine Kinder beim Seder werden fragen, Kaschis verwundert. Klär sie auf. Anaya Hagode mir vermogen. Heint, was ist zum Reden, zum Sorgen? A Tachlis, in Pulver zerfleugten, zerrunnen die Bluten, auf Gassen, auf Roggen. Heute, offene, menschliche Augen. Fragen bei wem? Wie kommt es? Wie geschieht sich? Als er Gräuel, als er Choden. Bagore Wert, jiddische Koten. Voilà, donc ma traduction, c'est tes enfants et ces vers poseront des questions étonnées, éclairées, nous possédons une nouvelle Agada, c'est-à-dire il faut changer la liturgie, hein, parce que il faut faire, disons, à partir de la liturgie,
autre chose qui reflète aussi la Shoah. Or, de quoi parler? Que dire? L'essence disséminée comme la poudre, le sang a coulé au carrefour des rues, les yeux morts ouverts humains. À qui demander? D'où vient que? Comment ça s'est fait? Pareille horreur, une telle destruction, une offrande juive pour le monde entier. C'est tout le problème justement de voir la Shoah comme une espèce de sacrifice. Et vous savez quelque chose, ça je vais parler d'autre chose, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est qu'on dit, ah oui, les Américains, ils ont appelé la Shoah l'Holocauste parce que c'est des gens religieux qui, voilà, donc pour eux, c'est... Voilà, mais le mot Holocauste, je ne sais pas quel sacrifice c'est dans la Bible, dans le Talmud, enfin, il y a des différents sacrifices pour différents péchés, comme le Korban Mincha, enfin, voilà, et donc, le sacrifice qui est traduit en français par Holocauste, en anglais, c'est burnt offering. On ne dit pas Holocauste pour ça. On ne dit pas Holocaust pour ça. Holocaust, c'est par exemple avant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait parler de l'Holocauste de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les massacres, disons. Les massacres, c'est tout simplement tous les soldats tués. Donc, justement, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que le mot anglais Holocaust ne traduit pas Holocauste. Disons, à l'origine, en grec. Mais en anglais, il ne dit pas, voilà, donc ce n'est pas le terme, et donc c'est, voilà, donc... moi, je sais que beaucoup d'encre a coulé sur cette question avec Lanzmann, et voilà. L'Holocauste aussi, on dit Corban aussi. Oui, Corban, mais c'est la racine. il y a différents... C'est la racine hébraïque qui veut dire proche de... En fait, on faisait un sacrifice pour être proche de Dieu. Oui. Voilà, c'est à côté de... Mais il y a différents noms, il y a toutes sortes de Oui, tout à fait. d'offrandes, Mais il y a aussi voilà. cette histoire de Corban, c'est en fait c'est une proximité. C'est pas Oui. Mais Voilà. Corban n'est pas la même chose que Holocauste. Oui, non, mais en anglais, ça veut dire destruction. Ça ne veut pas dire forcément le corban dans le sens religieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc je crois que les gens ont dit, voilà, c'était un mauvais terme, etc. Sauf qu'en anglais, ça veut dire une gigantesque destruction. On parlait de holocauste nucléaire. C'est-à-dire, bon, espérons. Il ne faut pas... voilà, il faut pas... voilà... Le Dogedacht. Si je peux dire une chose. Bon. Si je peux dire une chose. Oui, alors, moi, disons, on n'a pas disons, vous pouvez lire le poème de Zeitlin, c'est très bon, mais j'ai fini là. Donc, des questions. Une seconde. Hertel, quand elle traduit jamais par le terme Shoah. Qui ça? Hertel. Rachel. Oui. Jamais. Elle traduit par le mot Destruction, elle dit destruction, non? C'est une destruction à la racine du collectif. Du collectif. Oui. C'est pour ça qu'elle reprend la destruction du temple, du deuxième temple, Oui, à bien la sûr. racine du moi, du collectif, traduit dans ma langue à moi. Ça veut dire ça. Sinon, en France, dans la revue d'études juives, aux années 60, il y a eu un article pour l'ancien rabbin Askenaz de la Moselle sur la différence du terme Kiddush Hashem qu'il utilise et le terme que Lanzmann propose, que c'est un terme politique, Shoah. Oui. C'est un terme qui est... Oui, mais Lanzmann, malheureusement, bon, c'était quelqu'un de très Non, savant, mais mais il a dit, j'ai pris ce terme parce que Oui. je ne savais pas ce que ça voulait Je dire. ne sais pas que ce que ça veut dire. Ben, justement, je me trouve devant quelque chose que je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Mais par exemple, personnellement, je suis beaucoup plus proche à entendre ce qui résonne dans le choix de Hertel quand elle choisit le terme de destruction du temple, pas du tout en sens religieux. C'est à la racine de. Parce qu'à la racine de, il y a le moi du collectif. Mais
justement, mais je me rappelle, en fin de compte aussi c'est dans des textes, mais je me rappelle même quand j'ai commencé vraiment à faire du yiddish sérieusement dans les années 70, on disait der dritte Roden, Yeah. la troisième destruction après les deux temples à Jérusalem, ça c'est comme ça, donc on disait Roden mais aussi der dritte Roden. Voilà, donc... Jusqu'au bout de, jusqu'à la racine. On peut passer aux questions Oui, voilà, donc j'ai dit que Seglin, vous pouvez De toute lire. façon- Disons, Batya Baum a fait de très belles traductions de Seglin en français, mais elle n'a pas traduit ce poème que j'ai mis. Enfin, bon, rapidement, ça s'appelle des Gallego, des Galiciens, au sens de. Je me rappelle aussi au lycée, quand j'ai dans les cours d'espagnol, je me rappelle, on apprenait les différentes régions d'Espagne. Et donc, voilà, quel est le terme pour quelqu'un de Galice? Et tout le monde a dit dans la classe, parce que c'était à Bourguine, donc c'est juif galicienne. mais justement, mais aussi, c'était un peu le shtick, voilà, le numéro du théâtre yiddish. Tout le monde était ou bien galicienne, si on venait de l'Empire austro-hongrois, ou bien Litvax, on était de l'Empire russe, alors que, évidemment, c'est des gens, justement, de Jitomir, c'était pas des Litvak, c'est justement des gens du sud. Voilà, l'autre, parce qu'en fait, c'est un peu vrai, il y a Galiciano, c'est un peu le yiddish polonais, il y a le yiddish litvish, mais aussi il y a le yiddish ukrainien. Donc il a été aussi le modèle de dialecte choisi par Goldfaden, et le théâtre yiddish, c'était le dialecte ukrainien du sud. Ouais. Donc, Une question vraiment très simple. Simplement, vous avez parlé des poèmes en hébreu et des poèmes en yiddish. Et je ne vous entends pas dans la bouche qui donne la feuille, donc peut-être il faut que quelqu'un le répète parce que vraiment vous êtes loin. vous avez parlé des poèmes en hébreu, d'une part, et des poèmes en yiddish. Et je voulais savoir un peu expliquer. Des poèmes en yiddish, comment ça se fait? Oui, et en hébreu. La différence entre Oui, hébreu la et différence. yiddish. Oui, non, mais d'abord, le yiddish s'écrit comme toutes les langues juives en caractère hébraïque. Donc ça c'est du yiddish ici, c'est pas de l'hébreu. Et sauf le judéo-espagnol, au moment où Atatürk est passé pour le turc des caractères de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, donc aussi les judéo, les judéo-espagnols, enfin l'hispanophones, c'est les locuteurs de judéo-espagnol ont commencé à écrire le ladino, le judaisme en caractère latin, jusqu'à nos jours, par exemple. Aki Yerushalayim, c'est en caractère latin. Donc, oui, non, mais il y a une tradition de poésie en yiddish, voilà, c'est aussi. Voilà, c'est à partir. D'abord, à partir très tôt, c'est comme quelque chose de folklorique, de populaire. Et avec le Purim-Spiel, par exemple, les pièces de théâtre de Purim, les farces de Purim et tout ça. Et puis, avec la modernité, en même temps qu'il y avait le renouveau de la poésie hébraïque, par les maskinim, les gens qui voulaient revernaculariser l'hébreu, il y avait aussi, justement comme Bialik qui a écrit dans les deux langues, il y avait pas mal de poètes qui utilisaient, d'écrivains qui utilisaient les deux langues. Peretz écrivait à la fois en hébreu et en yiddish. Charles Menachem n'était pas un grand hébraïsant, hein, donc c'était plutôt son gendre. C'est pas ça votre question, je Son crois. gendre, Si. c'est son gendre ou son beau-frère qui le traduisait. Berkovitch, c'était son gendre. Voilà. Oui. Oui. Et la descendance de tous ces écrivains et poètes sont restés yiddishisants ou bien sont devenus anglais En général pas. En général pas. Donc, mais justement, donc, le meilleur exemple de quelqu'un qui est resté yiddishisant, c'est un écrivain dont je ne parle pas beaucoup dans mon livre, qui est Simche Sne, d'Argentine. Et donc, c'est quelqu'un qui a écrit des mémoires de la Deuxième Guerre mondiale et son temps. Il a été soldat dans l'armée rouge. Donc, c'était un juif polonais qui s'est réfugié, disons, en Union soviétique. Dans un premier temps, il sert dans l'armée soviétique, l'armée rouge, jusqu'à ce qu'on mette dehors, disons, où Staline
expulse de l'armée toutes les nationalités non russes, ou surtout des endroits qui ont été occupés par les Russes. Et donc là, il dit, mais je voulais me battre contre les nazis. Donc il rejoint l'armée polonaise en Union soviétique. Et puis, comme Menachem Begin, donc c'est exactement le même trajet, il passe de Russie en Iran, en Palestine, il déserte, je crois aussi comme Begin, et il rejoint, là c'est un peu différent, il rejoint la brigade juive de l'armée britannique. Voilà. Et donc il raconte dans le livre qu'il rencontre le pape. Et donc c'est très intéressant parce qu'évidemment, Papy 12, évidemment, il y a toujours la question de ce qu'il fait, mais en fin de compte, il décide de dire, et donc lorsque le pape lui demande d'où venez-vous, il a décidé de dire, non pas de Pologne, mais d'Israël, de Palestine. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. Et donc le pape lui répond en hébreu ecclésiastique. Voilà. Donc, mais le livre a des choses invraisemblables comme ça. Disons, il parle aussi des actes de vengeance que la brigade juive a fait dans un premier temps en occupant l'Allemagne nazie. Et donc il dit aussi très vite, même peut-être je vais même lire cette phrase parce que je trouve ça vraiment... Mais bon, enfin, pour répondre à votre question, c'est sa fille qui est restée yiddishisante, mais je vais tout simplement lire ces phrases parce que je les trouve très très belles. 66... C'est l'autre Sne. Parce que Sne, c'est pas son vrai nom. Hein. C'est comme plutôt le général israélien. C'est le même. Voilà, Sne. Il s'appelait Rosenblum ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais 86. Concernant les actes de vengeance. Simchis installé après-guerre en Argentine, on décrit quelques-unes, c'est-à-dire de représailles perpétrées par des juifs. Il en décrit quelques-unes perpétrées par les soldats juifs dans l'Allemagne vaincue, mais les combattants ont en fait constaté l'inutilité et l'inhumanité face à la magnitude des crimes commis contre le peuple. Il n'existait, je cite, aucune vengeance qui pût apaiser leur âme. Ils y renoncent et le narrateur se demande par où passe le chemin pour celui qui veut continuer à marcher, qui ne veut ni ne peut oublier et en même temps veut préserver sa condition humaine. Mais il y a eu justement, on a beaucoup parlé aussi de cette idée d'empoisonner l'eau dans quelle ville allemande? C'était les résistants du ghetto de Lodz qui avaient fait ce plan-là, d'empoisonner des villes allemandes. Voilà, et aussi le pain, dans un moment il y avait aussi le pain empoisonné, donc oui, mais tout ça a fait long feu, pour des raisons qu'on comprend très bien aussi. Quelle vengeance pour ce crime-là, c'est impossible, quelle justice même, c'est impossible. Une question que je me pose à propos du yiddish et de la... Je vois de plus en plus que ce soit sur Facebook des groupes qui utilisent le yiddish se servir de la translittération. Pourquoi il y a ce yiddish-là? Justement, je trouve ça très intéressant. Oui, parce que je fais un cours, j'enseigne un cours pour civilisation globale, qu'on appelle ça, sur la culture yiddish. Et donc j'insiste pour que les élèves apprennent l'alphabet, parce que c'est vraiment, ça montre que ce n'est pas un dialecte allemand. C'est très clair que ça ouvre plutôt sur les Talmuds. Et donc même on peut trouver des syntagmes tout à fait presque identiques en yiddish et en allemand, mais il y a d'autres du moment où on dit Bobemeiss, l'allemand ne comprend pas à Bobemeiss. C'est clair, et donc les Allemands, oh oui, je comprends le yiddish. Mais justement, j'ai entendu de quelqu'un, un allemand, qui apprenait le yiddish, qui a dit, ah oui, mais les juifs écrivaient en caractère hébreu pour que les goyim ne lisent pas. Alors, si on me dit un mot en japonais,
Si je dois dire sayonara, je ne vais pas utiliser le syllabaire japonais, je ne connais pas. Donc je mets sayonara, S-A-Y, etc. Donc c'est évident, si les juifs, en commençant à parler une espèce de langue, justement à Teitschloschen, parce que les langues juives, c'est ce qu'on appelle les judéolangues. Justement, l'hébreu n'est pas une judéolangue, les judéolangues sont des langues qui traduisent l'hébreu, qui sont un mixte d'une langue locale et l'hébreu et araméen étudié. Et sans doute, les juifs n'ont jamais exactement parlé comme leurs voisins allemands. En témoigne le terme, par exemple, Benchen, qui n'existe pas en allemand du tout. On dit que ça vient de benedicere, de bénir, parce qu'on dit que c'est la thèse de Max Weinreich, qu'il y a un substrat latin, c'est-à-dire des juifs parlant une langue judéo-romane qui ont été, Oui, mais, allés... mais ça, c'est tout un débat. Par Oui, exemple, c'est un débat, bien sûr. par exemple, le mot Scheitel. Oui. Le mot Scheitel, en allemand, ça n'existe pas aujourd'hui. En allemand, on dit Haar. Oui. Pour les cheveux, c'est Haar, Scheitel, la perruque, etc. Eh bien, si on étudie le vieil allemand, celui du Moyen-Âge, eh bien, on ne disait pas Haar, on disait Scheitel, en allemand. Oui, mais ça, c'est différent de Benchen. Oui, Benchen, oui. Benchen Oui. et Schollent. Oui. Schollent, et voilà, donc il y a beaucoup de prénoms de femmes. Sprinze, c'est Esperanza, Jente, c'est Gentile, donc voilà. Belle, ma grand-mère Belle, c'est Belle. Et Schneer, et voilà, par exemple, Schneer, c'est Seigneur. Bonhomme, bonhomme. Voilà, donc il y a des indices d'une langue. Vous avez dit, peut-être trop rapidement, une chose fondamentale. Dès qu'on écrit ou qu'on entend ce qu'on écrit, un mot en yiddish, ou qu'on dit un mot en yiddish, on tire les racines talmudiques. C'est-à-dire, il y a en même temps un monde qui se passe. C'est pour ça que si on écrit en latin les mondes antérieurs qui parlent en yiddish, on ne le reconnaît pas. Mais Max Weinreich a appelé la civilisation ashkénaze Derech Hashas. Lui qui était, même en apicoiris ou voilà, total, mais Derech Hashas, c'est-à-dire Hashas, c'est Shechet à Sidrot, Shechet ou Shechet, bon, le hébreu n'est pas très bon, mais c'est-à-dire les 6 traités du Talmud, Derech Hashas. Voilà, donc tout est, c'est le Talmud est toujours là. Mais est-ce qu'il n'y a pas à vouloir faciliter la transmission, parce que de besoin de transmission et donc de facilité, est-ce qu'on n'est pas en train justement de perdre? On veut conserver alors qu'on est en train de perdre et on perd toute la saveur. C'est ce que j'explique à mon élève. J'ai dit mais il y a des tas de choses où tu passes complètement à côté. Non, mais le problème c'est que la seule langue qu'on va apprendre de nos jours c'est l'anglais. Même les jeunes, voilà, voilà. Donc, tout de même, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne et quelle est la langue toujours de l'Union européenne? C'est l'anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a une énergie à toutes les autres langues dans un sens. Donc ne vous pas apprendre les caractères hébreux. Tout simplement, c'est la fainéantise. Oui, c'est la fainéantise, oui. Non, il n'est pas jeune, hein. Non, Il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Sauf exception pour les jeunes ici. Moi, je crois que cette considération-là que vous faites sur l'utilisation des caractères hébraïques, ça vient du fait qu'on regarde la langue comme un sujet d'étude. Mais vous vous ramenez à, je sais pas, 100 ans en arrière en Pologne. Lorsqu'ils allaient au marché, ils vivaient dans la langue. Nous ne vivons plus dans la langue. Mais ils allaient au marché, ils négociaient le kilo de pain, de farine, tout ça. Ils s'insultaient, ils parlaient de la voisine qui trompe son mari, tout ça, dans la langue yiddish. Excusez-moi. Ça, j'ai pas besoin des caractères hébraïques pour l'avoir. J'ai pas besoin. Et bien souvent, ils ne savaient même pas écrire, ces gens-là. Ils ne savaient pas écrire. Ouh là là, les garçons allaient à l'école et les filles, c'était pas... Les filles apprenaient à lire. Mais pour parler du fait de vivre ou de ne pas vivre en yiddish,
tout de même, les Satmar Hasidim à New York, ils vivent en yiddish. Voilà. Écoutez, je conteste un peu ce que vous êtes en train de dire, mais ça me fait très plaisir que vous souteniez ce que vous êtes en train de soutenir. C'est comme un trésor qu'on essaye de conserver. Alors j'ai un autre regard que le vôtre, mais j'apprécie énormément ce que vous dites. Touché. Tu sais que Yitzhak Liborski dit toujours, on n'arrête pas de dire que le yiddish est en train de mourir et qu'il ne cesse de renaître. Il est pas en train de mourir, il est déjà mort. Mais le Non, problème, il est c'est mort. Mais vous allez faire vos courses en yiddish? Oui. Hein? qu'est-ce que c'est? Dans votre vie quotidienne, vous parlez yiddish? Non, mais C'est devenu un sujet d'étude. C'est que Sauf- ça va devenir, on est à la limite entre je deux suis mondes, ça va pas- devenir comme le latin et le grec. D'abord, le Max Weinrecht est autre chose aussi. C'est loin. D'abord, Du latin et du grec. Max Weinrecht aussi. Disons, on dit langue morte, mais le latin et le grec ne sont pas morts. L'accadien est mort. Oui. Sauf quelques, voilà, deux tendus et trois pelés qui étudient l'accadien. Donc le latin et le grec vivent. Ça vit. Sa vie à vous l'école, avez- moi je ne vais pas faire mes courses en latin, moi j'ai étudié le latin, je ne vais pas faire mes courses en latin. Il y excusez-moi, a, vous je êtes suis- arrivé après, Oui. et vous n'avez pas entendu le long dialogue qu'il y a eu entre monsieur et Alan en yiddish. oui, mais enfin, c'est. Ah, Là, d'accord. c'était pas du yiddish d'étude, c'était du yiddish de conversation. Oui, mais bien entendu, très ponctuellement, on peut trouver des comme ça. Oui, mais on peut pas faire mourir, on peut pas déclarer Mais enfin, que c'est- Ah, mais on n'a pas le choix, madame. Pourquoi si on a Non, pas mais le c'est une choix fa- je vais intervenir en disant que c'est une fausse question. Voilà, je ne crois pas que, disons, la question, ça apporte beaucoup de savoir si Yiddish vit ou meurt, ou mort, ou est mort, Vous etc. voulez en venir à quoi? Il est là et on est là ce soir, donc c'est déjà une preuve de... Mais oui, mais même sans ça, c'est. vitalité. C'est que là le truc, c'est que Non, mais tout de on a- même, il y a. C'est une langue qui disparaît. Non, mais un des secteurs avec la démographie la plus importante dans le monde juif, c'est les chassidim. Et beaucoup d'entre eux parlent yiddish, c'est un yiddish hongrois, avec, ou bien très yeshivisé, des gens qui... Donc c'est... Voilà. Alors, il y a ceux qui sont à New York, il y a ceux qui sont à Jérusalem. Quand je vais à Jérusalem, je les écoute parler yiddish. Bon, avec l'accent israélien, de plus en plus c'est avec l'accent Ça, c'est pas israélien. Et puis c'était de plus en plus avec plein de mots d'hébreu et plus de mots de Une yiddish. chose très intéressante que Voilà. j'ai Mais il y a vue, du yiddish qu'on parlait en Pologne et en Lituanie. C'est pas le même yiddish, c'est avec un accent. mais Bon. tout de même, Oui, je veux bien ça. Ça, je veux. On peut discuter de ça, oui. C'est un yiddish que zot parler. C'est pas un dialecte, c'est Mais une langue. aussi, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Il y a des accents. Très intéressant à Jérusalem. Il y a des accents. Même pour le français, il y a des accents aussi. Dans le Nord, on ne parle pas comme nous. J'ai des Voilà, donc voilà. C'est cette question de vie et de mort, si j'ose dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.